Chapitre 4, Journal de bord. Journal de bord du capitaine. Date stellaire 842-312 jour de la révolution du système. Ça fait bientôt 9 mois que nous avons quitté la station Phobo 1. Tout l'équipage se remet doucement des effets de l'hypersommeil. Surtout pour ceux dont c'est la première fois. On appelle ça « capsule d'hypersommeil », mais c'est en fait un abus de langage, l'hypersommeil n'étant en fait qu'une option. Ce sont en réalité des capsules contenant un biogel destiné à nous protéger des accélérations et décélérations du vaisseau. Il est capable de contrer aussi la plupart du rayonnement et des radiations auxquelles sont soumis les équipages des vaisseaux interplanétaires. Ce biogel protège aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps, car il doit être ingéré et nous fournit en oxygène à l'instar des fœtus qui respirent du liquide dans les premiers mois de leur conception. L'organisme n'est pas du tout ralenti ou endormi. Il fonctionne à plein régime. Par conséquent, ce gel contient des nutriments ainsi qu'une batterie de bioélectrodes destinées à stimuler les parties musculaires. Avant, on mourait de presque n'importe quoi dans l'espace. Accélération, décélération, petites plaies qui ne coagulent pas en faible gravité. Bref, que du bonheur. L'espérance de vie d'un mineur spatial ne dépassait pas les 10 ans. Il fallait vite trouver un filon et le vendre aux corporations. Depuis la mise en service de ce gel, on crève moins dans l'espace. Mais on devient tous accro à ce machin. Cette merde est une vraie drogue. L'hypersommeil est obtenu grâce à un mélange de plusieurs neurotoxines et autres psychotropes. Bien sûr, elles sont aussi équipées d'un tas de produits censés vous offrir une détox complète après utilisation. Mais les cuves de biogel sont une denrée extrêmement chère. Elles sont censées être à utilisation unique. Une seule cuve par passager et par trajet. Impossible pour un équipage tel que le nôtre. Autant dire que quand j'ai embarqué 6 unités de biogel toutes neuves, à bord du Nebia, je me suis bien frotté les mains. Rien que ça, valait largement le prix de la balade. Surtout qu'en plus de la prime, le vieux sénile a filé une sacrée enveloppe, m'expliquant qu'il me donnerait plus de détails, arrivé à destination. Je sais pas du tout ce qu'il a en tête, mais je ne pouvais pas cracher sur autant de blé. J'espère juste qu'on ne va pas le regretter. Parce que, nos cuves de biogel à nous, on ne les a pas changées depuis plus de 3 ans. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de produits de détox dedans. Certains d'entre nous y ajoutent même leur petit ingrédient secret. Sans parler de nos fluides corporels, qu'on échange, allègrement, avec leur cortège de bactéries et de saloperies. C'est pour ça que dans ce métier on ne peut pas voler avec n'importe qui. Je connais Quanta, depuis que je suis gamin. Quand je l'ai rencontré, je n'étais qu'un petit pleurnichard, qui essayait de survivre en chapardant ce qu'il pouvait, dans les couloirs lugubres d'une vieille station autour de Ganymède. J'avais volé plusieurs barres protéinées, sur la place des ventes et les 2 marchands m'avaient rattrapé. J'étais en train de me faire sérieusement tabasser, quand l'un des deux a eu l'idée de me balancer par un sas, dans le vide de l'espace. Prétextant qu'il rendrait service à la société, en se débarrassant d'un parasite dans mon genre. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Mais sorti de nulle part, Quanta a débarqué. C'était un gamin plutôt robuste, pour un môme ayant grandi en microgravité. Il avait dû recevoir des anneaux de croissance étant plus jeune. Il n'a donc pas toujours été un gamin déconduit. Il avait cette petite fille autour du cou. Elle devait avoir quoi ? 3 ans ? 4 ans ? Elle était si petite, qu'elle se glissait sous sa combi comme un petit animal. C'est pour ça que je l'ai toujours appelée la souris. Ça n'a pas empêché Quanta de broyer littéralement le crâne des 2 commerçants, l'un contre l'autre, avant que ce soit eux qui ne finissent dans le sas. Je savais que des gens mouraient tous les jours. À commencer par mes parents. Je savais que plein d'autres malheureux crevaient la gueule ouverte et que tout le monde s'en foutait. Moi-même, je venais d'y échapper belle. Mais c'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un sous mes yeux. Quanta, lui, ça n'avait pas l'air de le gêner. Après ça, il m'a invité à manger et tous les 3, on s'est plus quittés. On a grandi, en continuant sur notre lancée de petits vauriens. Évitant les embrouilles, ne comptant que sur nous-mêmes. Autant Quanta était fort et sage, autant la souris était un petit génie, réparant et bidouillant tout ce qu'elle trouvait. Par contre, c'est toujours une vraie chipie, insupportable. Et puis la 5e incursion a commencé. Alors nous, on s'est engagés. Aller dégommer ces tas de ferrailles de titan. Ça pourrait être marrant. C'est là qu'on a rencontré Karl. Ce mec a toujours été un pilote hors pair, avec un bol pas possible.
Plus de 300 intercepteurs abattus. 9 raids de bombardement tactique, opérés avec succès. Et, ce mec a survécu à 18 crashs, sans une égratignure. 16 fois abattu, il s'est crashé 2 fois tout seul en opération. L'ennui, c'est qu'à chaque fois, il soit le seul à s'en sortir vivant. Tous ses équipages n'ont pas eu cette chance. Du coup, il était surnommé « l'oiseau de malheur ». Plus personne ne voulait voler avec lui. Et nous, comme on était nouveaux, on s'y est collé. Karl avait beau être notre officier supérieur, notre pilote et notre expert en communication et détection longue portée, ça a toujours été Quentin qui donnait les ordres. Et Karl, ça ne lui a jamais posé de problème. C'est peut-être ça qui nous permit de rester en vie pendant tout le conflit. Après la 5e incursion, rien n'avait vraiment changé pour nous. Karl nous avait rejoints et il nous avait dégoté un vieux cargo mitrailleur, qui était à peine en état de voler. On a passé des mois à retaper cet engin. À cause de l'interdiction des armes, imposée par leur ordre à la noix, on a dû se séparer de la tourelle principale. Comme si, les béni-oui-oui pouvaient empêcher les gens de vouloir s'étriper. On a quand même gardé la secondaire, on ne sait jamais. La souris en a dans le crâne quand elle veut. Elle a camouflé les canons en convertisseur inertiel factice. Parfois, elle peut être si maligne. Mais le plus souvent, elle est si bête et agaçante que je pourrais l'étrangler avec ses couettes. Bref, elle a modifié tout le vaisseau, elle l'a converti en une petite navette de transport de frais et de personnel. On était plutôt fiers du Rukia. Après tout, c'était notre premier vaisseau. On s'est mis à chercher des jobs réguliers, transport de marchandises, remorquage d'épaves, des trucs dans ce goût-là. Mais, avec une si petite capacité de charge utile, si insignifiante et un rayon d'action aussi limité, on ne trouvait pas beaucoup de clients. Pas assez, en tout cas, pour pouvoir en vivre. Alors on est devenus des pirates. Mais, nous, on n'a jamais trop commis de violence. Interdit par notre grand ordre. Tu parles. S'il avait fallu se défendre, on ne se serait pas gêné. Mais ça n'a jamais été le cas. En vérité, on était plutôt des ferrailleurs. Dépouillant les épaves de transporteurs de glace et leurs équipages qui avaient eu la mauvaise idée de mourir au milieu de nulle part. Il est vrai qu'on braquait aussi parfois des dépôts de matos de forage du Consensus, mais la plupart étaient abandonnés ou n'opposaient aucune résistance. Et même avec ça, ça ne suffisait pas. On n'avait plus de quoi bouffer et encore moins faire les réparations d'entretien nécessaires sur le Rukia, si on ne voulait pas finir comme les malheureux à qui on faisait les poches. Alors Karl nous a dégoté un coup. Un plan archi simple. Il connaissait un gars, un pilote, avec qui il avait fait ses classes. Le type bossait comme livreur dans un complexe de stockage de sel, sur Cérès, qui dépendait des corporations. Après la chute du Consensus, c'est l'ordre qui a tout récupéré. Ces abrutis en soutane, toujours enclins à endiguer la violence, ont réduit drastiquement la sécurité des lieux. Un coup dur pour le pilote et son mari, qui travaillaient comme vigiles du temps des corporations. Mais, c'était une aubaine pour nous. Je sais pas comment il a fait, en tout cas, Karl a réussi à obtenir le code de sécurité du gars. Avec ça, le Rukia passerait sans problème le champ d'interdiction aérien, qui protégeait le complexe. Après on n'avait plus qu'à se servir et repartir. Et tout s'est passé exactement comme prévu. Mais,